Parmi les plus grands noms du catch, on retrouve en grande partie des superstars qui ont passé la majorité de leur carrière en tant que favoris du public. Faites le test chez vous et demandez aux gens qui sont les noms qui les ont plus marqués et il y a de grandes chances que la plupart soient des catcheurs face, c'est-à-dire ceux qui jouent le rôle du gentil. Mais il y en a un qui, en particulier pendant la génération Catch Attack alors qu'il était à son prime, avait le rôle du mec le plus détestable possible et qui pour autant en a marqué tellement d'entre nous. Je parle bien sûr de la superstar classée X, Edge. Vous avez l'habitude et j'imagine que certains l'ont déjà fait, mais pour ceux qui ont oublié, lâchez votre meilleur spire au bouton like et s'abonner alors qu'on revient sur la carrière de la Rated R superstar, Edge. Alors avant de s'attaquer aux parties les plus connues de la carrière de Edge, on va revenir sur ses débuts pour savoir comment il est passé de simple fan dans le public à l'un des plus grands heels de l'histoire de la WWE. Edge débute au milieu des années 90 sur le circuit indépendant au Canada, progressant rapidement au point d'apparaître du côté de la WCW sous le nom de Damien Striker. D'ailleurs, à ses débuts, Edge va évidemment catcher aux côtés du légendaire Christian, coucou Univers Catch, mais il va également former une équipe avec Joey Legend que certains d'entre vous connaissent peut-être puisqu'il a pas mal catché en France, notamment du côté de la ICWA où il a été champion du monde. Et d'ailleurs le fait de mentionner Joey Legend et le catch français, ça me donne l'occasion de vous rappeler de soutenir le catch français, il y en a forcément qui passent pas très loin de chez vous où que vous soyez en France, donc c'est très important, soutenez le catch en France. Edge va donc faire ses preuves sur les petites scènes et va assez rapidement obtenir un deal avec la WWF en 97, seulement 5 ans après ses débuts, et après avoir été indépendant pendant quelques mois, catchant pour la WWF sans réel contrat. Jusqu'à présent, les fans n'ont pas encore vu Edge sur les écrans puisqu'il apparaît seulement sur des shows non télévisés, mais lors de l'épisode de Raw du 22 juin 1998, Edge fait enfin ses débuts sous ce nom, battant José Estrada par décompte à l'extérieur. Alors on pourrait se dire que c'est un bon début pour Edge, mais finalement pas tant que ça, parce qu'en fait le match va finir par décompte à l'extérieur assez rapidement, puisque son adversaire sera lourdement blessé après un senton de Edge et arrêtera sa carrière peu de temps après. Heureusement pour Edge, cet incident malheureux n'impactera pas le reste de sa carrière, puisqu'il continue d'apparaître sur des shows télévisés pendant les mois suivants, sur lesquels il sera d'ailleurs invaincu. Edge obtient même son premier match en pay-per-view seulement 2 mois après ses débuts télévisés, s'associant à Sable pour battre Jacqueline et Marc Mero, ce qui certes n'est pas le meilleur début au monde, mais permet quand même à Edge de faire ses preuves à nouveau. Suite à sa première apparition, Edge, qui n'a à ce moment-là pas vraiment de gimmick très précise, reste invaincu pendant les prochaines semaines et obtient un nouveau match sur un pay-per-view face à Owen Hart le mois suivant. Bon, malheureusement, cette deuxième apparition ne sera pas autant couronnée de succès pour Edge, qui perd son premier match télévisé à la WWF, mais bon, comme c'est face à une légende des rings, que le match est franchement bon et que Edge perd à cause d'une distraction de nul autre que Christian, il sort quand même grandi de sa première défaite. Petit détail un peu con, mais à cette époque-là, Edge a déjà une entrée vraiment cool où il arrive par le public, et en plus de ça, il a ses paroles qui vont devenir légendaires dans sa musique d'entrée, You Think You Know Me. Edge va donc continuer à progresser à la WWF et participe à un match à élimination pour devenir challenger numéro 1 au titre européen, parvenant à survivre jusqu'à la fin après avoir éliminé Gangrel et Marc Mero. Mais malheureusement, suite à une intervention de Gangrel, c'est D'Lo Brown qui aura le dernier mot et ça va permettre de lancer la première vraie rivalité de Edge. Gangrel donc, que vous connaissez peut-être avec sa légendaire gimmick de vampire, va amener aux écrans un mec qui ressemble étrangement à Edge et qui est nul autre que Christian, et les deux seront rapidement vendus comme étant frères. Initialement, Edge entrera en rivalité avec son frère et Gangrel, qu'il battra dans de nombreux matchs non télévisés dans les semaines à venir, avant de finalement s'associer aux deux pour former The Brood, qui fera sa première apparition télé le 1er novembre 1998, face à... Qu'est-ce que c'est? Attendez, non mais c'est quoi cette connerie? Le mec il entre avec une peluche de Cartman. Mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est moi ou quoi? Bon, enfin bref, peu importe les adversaires, puisque de toute façon ils vont se faire démolir, et The Brood, que je trouve personnellement super cool, fait des débuts très lourds. L'équipe menée par Gangrel va ensuite se lancer en rivalité face à Kane, et aux côtés de son leader, Edge ne parvient pas à remporter les titres par équipe, et le groupe, qui perd petit à petit en importance, va trouver du réconfort en rejoignant le Ministry of Darkness de l'Undertaker. Au sein du Ministry, The Brood n'est bien sûr pas le centre de l'attention, et finissent par se séparer du groupe après que les membres du Brood se soient rebellés contre l'Undertaker qui faisait vivre un enfer à Christian, l'accusant d'avoir trahi le ministère. Toujours au sein du Brood, Edge va donc régulièrement faire équipe avec Christian lors des house shows, et la WWF va commencer à se rendre compte que les deux fonctionnent très bien. D'un autre côté, deux hommes qu'on connaît sous le nom des Hardy Boys font aussi leur preuve en équipe, et naturellement, une rivalité entre les quatre est lancée. Le Brood affronte donc les Hardy Boys lors du King of the Ring 99, et c'est les débuts de l'une des plus grandes rivalités de l'histoire de la WWF qui va mener à certains des plus grands matchs de l'histoire. À côté de ça, Edge va enfin remporter son premier titre en solo quelques mois après, en battant Jeff Jarrett pour le titre intercontinental le 24 juillet 1999, chez lui au Canada, dans un show qui n'était même pas télévisé. Et en fait, à la base, Edge était même pas censé gagner le titre ce soir-là, c'est une erreur qui a été commise pendant le match, mais le règne est quand même officiel et ça va permettre à Edge de passer aux prochaines étapes de sa carrière. La rivalité avec les Hardy Boys continue, et Gangrel va trahir ses deux anciens partenaires du Brood pour s'associer justement avec les Hardy Boys en créant le New Brood qui va en réalité pas durer très longtemps. Mais cette séparation avec Gangrel, elle va surtout permettre à Edge et Christian d'exploser en équipe, proposant des matchs plus excellents les uns que les autres dans une période vraiment cool pour la division par équipe. Edge et Christian vont d'ailleurs avoir beaucoup de succès dans cette division, puisqu'après avoir battu les Hardy Boys pour devenir challenger numéro 1 au titre par équipe, ils battent les Dudley Boys et les Hardy Boys dans un ladder match de fou à WrestleMania 2000. Alors oui, le match à WrestleMania 2000 est très
bon et il va permettre à Edge et Christian d'exploser, mais croyez-moi, ils étaient très loin d'en avoir fini. Bon, pendant cette période, il y a en réalité beaucoup d'autres très bons matchs de l'équipe que j'ai pas forcément l'occasion de citer, mais ce qu'il faut retenir, c'est que Edge propose banger après banger aux côtés de son partenaire et ils vont créer des segments qui restent aujourd'hui mythiques et inoubliables. Et puisque cette vidéo est dédiée à Edge, on va passer plus vite qu'on ne devrait sur son run par équipe, mais je me dois quand même de mentionner qu'il est en partie à l'origine de la création du TLC match. Ce type de match est l'un des meilleurs, je trouve, et s'il y en a bien un dont on se rappelle, c'est celui de WrestleMania 17 où Edge va nous gratifier de ce spear de fou sur Jeff Hardy et remporte le match aux côtés de Christian pour remporter les titres. Mais cette période est tellement folle pour la division par équipe que je pense qu'elle aura sa propre vidéo et on va donc se reconcentrer sur la carrière solo de Edge. Alors qu'il est heel depuis quelques semaines, Edge remporte le King of the Ring 2001 en battant Kurt Angle, ironiquement grâce à un spear de Shane McMahon et effectue donc son face turn par la même occasion. Ce titre de King of the Ring causera la fin de l'équipe avec Christian qui va trahir Edge par jalousie et les deux vont se lancer en rivalité autour du titre intercontinental que Edge avait remporté à SummerSlam pour nous proposer de très bons matchs. Edge va donc continuer à graviter autour du titre intercontinental pendant les mois à venir puis sera drafté à SmackDown, show qu'il va marquer des années plus tard. Du côté du show bleu, il va d'ailleurs immédiatement faire impression puisqu'il va se lancer dans une rivalité absolument inoubliable avec Kurt Angle. Franchement, cette rivalité, elle est juste incroyable. Déjà, on a le segment avec les photos, au dos desquelles sont écrits tout un tas de dingueries, notamment You Suck, chant qui accompagne Angle à chacune de ses entrées depuis quelques temps. Et petit détail un peu con, mais moi je croyais que c'était ce segment qui avait déclenché les chants You Suck dans l'entrée de Kurt Angle. En fait, ça vient simplement du public qui avait trouvé que You Suck se calait bien sur la musique et du coup, c'est limite encore plus drôle. Mais du coup, en plus de ces segments marquants, c'est dans cette rivalité que les deux vont s'affronter dans un R vs R match à Judgment Day 2002 que Edge remportera, rasant le crâne de Kurt Angle pour qu'il débute avec ce nouveau look très stylé. Non, pas celui-là du coup. Voilà, celui-là. Et d'ailleurs, un truc qui est marrant, c'est que Michael Cole, il vend le fait d'être chauve comme vraiment le pire truc au monde et ça me fume de rire. Suite à ce match dont le résultat va marquer tout le monde, la rivalité continue avec un Steel Cage match pour main eventer SmackDown qui sera à nouveau remporté par Edge et mettra un terme à la rivalité. Mais bon, malheureusement, en plus de mettre un terme à la rivalité entre les deux, ça mettra aussi un stop au run de Edge à la WWE puisqu'il va se blesser et disparaître pendant quelques mois. A son retour, Edge n'a absolument rien perdu puisqu'il revient à SmackDown le 27 juin 2002 et dès le 4 juillet, il fait équipe avec Hulk Hogan qui l'avait aidé à remporter son Steel Cage contre Angle et les deux hommes remportent les titres de champion par équipe. Du coup, gros accomplissement pour Edge qui retrouve les titres par équipe mais cette fois-ci avec une légende de la WWE et même si le run ne va durer qu'une quinzaine de jours, ça reste un sacré moment sachant en plus qu'il s'agit du premier run de champion par équipe pour Hulk Hogan. Mais là où on prend vraiment conscience que la carrière de Edge c'est un enchaînement de dingueries, c'est qu'après avoir perdu les titres, il enchaîne avec une rivalité face au légendaire Eddie Guerrero. Eddie va attaquer Edge dans les vestiaires le 22 août 2002 et les deux hommes vont avoir un premier affrontement en 1 contre 1 à SummerSlam. Bon alors ce qui lance la rivalité c'est pas exceptionnel, hein, c'est juste Eddie Guerrero qui est jaloux de Edge, mais comme on s'y attend, ça va nous sortir un très gros match. Et alors là, non seulement le match est très bon, mais en plus il a lieu dans l'un des meilleurs pay-per-view de la WWE, à savoir SummerSlam 2002, dans lequel on a littéralement que des matchs de fou, et en plus de ça, c'est Edge qui va battre Latino Heat avec son spear pour continuer son ascension de la WWE. Bien sûr, la rivalité va pas s'arrêter là, elle va continuer avec plusieurs bons matchs, et elle prendra fin sur une égalité plus ou moins, puisque Eddie remportera les 2 prochains matchs, mais Edge aura le dernier mot dans un match sans disqualification absolument fou à SmackDown. L'ancien multiple fois champion par équipe va ensuite former une équipe avec Rey Mysterio, une équipe qui d'ailleurs était vraiment très bonne et qui les mènera à remporter les titres par équipe en novembre 2002. Entre temps, Edge aura aussi une opportunité au titre de champion du monde à Rebellion où il affronte Brock Lesnar et Paul Heyman dans un match handicap. Non, je troll pas, c'est vraiment un match handicap, hein. Paul Heyman n'est pas là que en tant que manager. Et du coup, bien sûr, hein, la présence de Paul Heyman a tout changé et Edge perd le match. Edge va donc continuer avec un bon run en équipe avec Rey Mysterio qui durera jusqu'au Survivor Series 2002 et pour le coup, c'est vraiment une équipe que j'aimais beaucoup en les revoyant des années après sur DVD. Mais alors que tout se passait très bien dans la carrière de Edge, une mauvaise nouvelle va bientôt arriver et ça va avoir un gros impact sur le reste de sa carrière. Lors de ce match de fou dont je vous ai parlé face à Eddie Guerrero à SmackDown, Edge a subi une blessure à la nuque et rencontre de nombreux problèmes dans les mois suivants. Il va donc finir bien sûr par se faire opérer début 2003 et va disparaître des écrans pour un bon moment. Le 22 mars 2004, alors que Eric Bischoff et Paul Heyman sont en train de faire leur choix pour la draft, le general manager de Raw sélectionne Edge qui fait officiellement son retour, attaquant l'homme qui l'a choisi pour son roster. Edge est toujours face à son retour et va avoir un run de champion par équipe puis de champion intercontinental avant de carrément s'attaquer au titre de champion du monde poids lourd. Pour la première édition de Taboo Tuesday, le public va voter pour Shawn Michaels qui ira affronter Triple H pour le titre de champion du monde, ce qui va évidemment pas plaire à Edge et celui-ci va entamer son heel turn en coûtant le match à Shawn Michaels. Pour confirmer son heel turn, Edge va attaquer son ancien partenaire Chris Benoit
mois après l'avoir abandonné à plusieurs reprises. Et on arrive dans le personnage qui va tous nous marquer puisque Edge se lance dans son run de heel qui va durer pendant de nombreuses années. Qui dit changement de personnage dit bien sûr changement d'attitude et Edge devient donc bien plus arrogant et insultant comme on l'a connu, mais surtout, pour bien insister sur le changement, Edge arrive avec une nouvelle musique d'entrée, celle qui va tous nous marquer. You think you know me. Metalingus, grand classique qu'on adore tous, mais surtout qui était associé à un mec qu'on a haï pendant un bon moment, parce que je peux vous dire que ce run de heel va être tellement exceptionnel que Edge était l'un des mecs les plus haïs de l'histoire. Ce heel turn va permettre à Edge de propulser sa carrière, puisqu'après une rivalité face à Benoit, il démarre l'année 2005 en intégrant l'Elimination Chamber pour le titre de champion du monde poids lourd. Malheureusement, il ne remporte pas son premier titre majeur ce soir-là, puisque HBK va lui envoyer un switch in music, mais il va quand même s'orienter vers le Royal Rumble où il ira jusqu'au Final Four. Et encore une fois, Edge va passer très proche du but, mais ne parvient toujours pas à atteindre les sommets puisqu'il ne remporte pas le Royal Rumble. Et alors qu'à WrestleMania 21, deux stars de la Ruthless Aggression ont l'opportunité de créer l'exploit dans deux gros matchs de championnat, Edge, qui est là depuis un petit peu plus longtemps, est un peu laissé de côté malgré son talent et son bon run. Mais finalement, ce qui va arriver à Edge, c'est peut-être mieux qu'un titre de champion du monde puisqu'il va transformer sa carrière en intégrant le Money in the Bank et en devenant le premier Mr. Money in the Bank de l'histoire. Et si cette mallette lui offre une opportunité à un match de championnat quand il le souhaite, elle va surtout permettre à Edge de se créer le personnage qui va cimenter son nom dans la légende. Mais ce sera pas pour tout de suite. Edge va d'abord s'associer avec Lita pour devenir l'un des couples les plus détestables de l'histoire, ce qui va l'amener à feuder avec Kane. Et oui, malheureusement, c'est d'abord avec Kane puisqu'on se rappelle de cette histoire horrible entre Lita et Kane. Bon, franchement, la rivalité face à Kane, elle est très random je trouve et elle n'a pas marqué grand monde, mais Edge va directement enchaîner avec sa rivalité face à Matt Hardy, qui là pour le coup va marquer beaucoup de gens et va encore plus amplifier la haine que les fans ont envers lui. Dès que les fans vont avoir vent du fait que Lita a trompé Matt Hardy avec Edge dans la vie réelle, le nouveau couple va s'attirer encore plus de haine et vont littéralement devenir les ennemis publics numéro 1. Du coup, forcément, quand Edge affronte Kane le 11 juillet 2005 et que nul autre que Snitsky débarque pour attaquer Kane, la salle explose pour accueillir l'un des plus grands catcheurs de l'histoire, je parle bien sûr du Snitz. Oula, non attendez, c'est le mauvais script. Alors que Matt Hardy avait été licencié dans la réalité, il attaque Edge de nulle part et l'appelle par son réel prénom avant de se faire sortir de la salle par la sécurité sous le silence des commentateurs mais les cris de la foule. Cette scène est mémorable parce qu'on joue parfaitement sur la ligne entre le réel et la fiction et c'est vraiment hyper prenant. Les deux vont donc avoir une très bonne rivalité dans laquelle le public va être hyper investi et Matt Hardy sera officiellement ramené dans le roster pour que les deux hommes règlent leurs différends dans le ring. La feud entre les deux va donc nous offrir de très bons matchs avec une intensité folle, notamment un steel cage incroyable à Unforgiven et prendra fin dans un match dans lequel le perdant devait quitter Raw avec Matt Hardy qui perdra pour s'orienter du côté de SmackDown. À ce moment-là, Edge est déjà l'un des mecs les plus détestés du roster avec un personnage juste insupportable, mais croyez-moi, il va réussir à aller encore plus loin. Alors qu'il se lance dans une petite rivalité face à Ric Flair autour du titre intercontinental et qu'il l'affronte à New Year's Revolution 2006, Edge est toujours Mr. Money in the Bank, mais on l'oublie un petit peu et on se dit qu'il va simplement avoir une rivalité avec Ric Flair. Oh, qu'on était loin de la réalité. Plus tard dans la soirée, John Cena va réussir à conserver son titre dans l'Elimination Chamber, mais il n'a même pas le temps de s'en remettre que Vince McMahon débarque pour annoncer que Edge encaisse sa mallette Money in the Bank. Edge arrive donc accompagné par Lita, place son spear à John Cena et le couvre pour le compte de 3, remportant enfin son premier titre majeur en solo. C'est encore bien sûr un moment mémorable de l'époque et en plus je pense que si on se replace dans le contexte, les fans connaissaient l'existence de la mallette bien sûr mais ne savaient pas réellement comment est-ce qu'elle pouvait être utilisée. Et du coup je peux vous dire que si Edge n'était pas déjà détesté à l'époque, celui qu'on appellera l'opportuniste ultime à partir de ce jour s'en assurera avec ce run de champion. Plus arrogant et détestable qu'il ne l'a jamais été, Edge a cette rivalité mémorable face à John Cena dont j'ai déjà parlé sur la chaîne et je vous invite donc à aller voir la vidéo que j'ai mis en haut à droite. Mais Edge a atteint les sommets avec ce run de champion et il allait pas s'arrêter là. Normalement, si on vous parle de Edge, il y a forcément certaines rivalités ou matchs qui vous viennent à l'esprit. En général, ça va dépendre de l'époque à laquelle vous avez découvert le catch, mais quoi qu'il en soit, et qui que vous soyez, vous avez déjà forcément vu des images de l'un des matchs les plus connus de la carrière de Edge alors qu'il affronte Mick Foley à WrestleMania 22. Au-delà du fait que WrestleMania 22 est un très bon show, ce match est assurément l'un des meilleurs sur la carte et je vous le recommande, surtout si vous aimez les matchs violents, vous allez être servi. C'est aussi l'un des matchs qui a permis à Edge de s'établir encore plus et c'est d'ailleurs le cas de pas mal de catcheurs, notamment Randy Orton, qui ont eu de gros matchs hardcore pour propulser leur carrière. Ce match va d'ailleurs tellement propulser Edge qu'il va immédiatement retrouver le titre de champion en le prenant à Rob Van Dam, ce qui me fout encore plus hors de moi, et va se lancer dans la deuxième partie de sa rivalité avec John Cena. Comme je l'ai dit, j'ai déjà détaillé la rivalité dans une autre vidéo, du coup on va directement passer à la suite pour Edge. À la fin de sa rivalité face à Cena, Edge perd le titre de champion de la WWE et va s'attaquer à un run en équipe avec le boss Randy Orton.
La Superstar Classic X va demander l'aide de Randy Orton pour faire face à la DX et celui-ci va accepter, ce qui fera naître la grande équipe qu'on a tous connue, Rated RKO. Et là, personnellement, concernant cette équipe, tout est juste trop cool. Déjà, les deux sont de très grands catcheurs. Leur style hors du ring correspond parfaitement, leur style dans le ring aussi, et là, je sais que je vais pas me faire que des alliés, mais leur musique, personnellement, je la trouvais cool. Au sein de cette équipe, les deux hommes vont nous offrir des moments mémorables en imitant la DX, puis vont rapidement remporter les titres de champion et former une équipe au Survivor Series pour avoir un run très stylé. Leur principale rivalité sera face à la DX, et pour moi, cette équipe avait le potentiel de durer bien plus longtemps, mais leur run se terminera après avoir perdu les titres par équipe au profit de Shawn Michaels et John Cena, qui avaient remplacé un Triple H absent à cause de blessures. De retour en solo, Edge va tenter de se reprendre après la perte des titres en participant au Money in the Bank à WrestleMania 23 pour essayer de remporter à nouveau la mallette, mais après que les Hardy Boys aient décidé de ruiner sa vie en l'explosant à travers une échelle dans un moment juste fou, Edge va quitter le match et ne deviendra donc pas Mr. Money in the Bank ce soir-là. Et là, encore une fois, on arrive à l'un des moments les plus marquants de la carrière de Edge. Alors que l'opportuniste ultime a échoué à WrestleMania 23, Mr. Kennedy, lui, a réussi ce que Edge avait accompli 2 ans auparavant et il est l'actuel détenteur de la mallette. Mais Edge est plus malin que ça. Il va défier Mr. Kennedy en 1 contre 1 dans un match où la mallette est en jeu. Mr. Kennedy, qui promettait d'encaisser la mallette à WrestleMania l'année suivante, va accepter un peu connement, on va pas se mentir, et le 7 octobre 2007, Edge affronte Mr. Kennedy pour la mallette Money in the Bank. Toujours fidèle à lui-même, l'opportuniste ultime va attaquer Mr. Money in the Bank avant même que le match débute et va parvenir à placer son spear immédiatement après que la cloche ait sonné pour remporter le match et la mallette par la même occasion. Bon là je suis un petit peu mitigé, parce que d'un côté, Edge va avoir un run vraiment bon et donc du coup ça fait plaisir de le voir avec la mallette, mais d'un autre côté, je suis un petit peu dégoûté pour Mr. Kennedy qui pour moi avait un très gros potentiel et qui avec cette défaite a été gâché. Mais revenons sur Edge. Dès le SmackDown suivant, le champion du monde poids lourd l'Undertaker défend son titre avec succès face à Batista mais se fait démolir par Mark Henry juste après. Jusque là, rien d'anormal pour un SmackDown de 2007. Mais d'un coup, Edge débarque avec sa mallette, l'encaisse et place son spear pour devenir le nouveau champion du monde poids lourd et à nouveau s'attirer la haine du public avec son talent de heel. Le nouveau champion du monde rejoint donc officiellement le roster de SmackDown et putain, quelle époque. Teddy Long qui l'accueille, Edge qui rentre dans la magnifique arène de SmackDown avec l'exceptionnel Big Gold Belt, sérieux, quel plaisir. Au tout début, Edge va rester en solo et se lancer dans une rivalité contre Batista, défendant son titre avec succès à 3 reprises, à Judgment Day, One Night Stand et Vengeance, en utilisant toujours des méthodes particulières, notamment à Vengeance où il joue son rôle de heel à la perfection. Le champion qui avait obtenu une haine folle du public va se lancer dans une rivalité avec Kane, mais va surtout malheureusement se blesser et être contraint de rendre le titre vacant en juillet 2007. Et double peine parce que Edge perd le titre d'une part, et même s'il est heel ça fait toujours chier, mais surtout la WWE va organiser une Battle Royale pour couronner un nouveau champion, et c'est le Great Khali qui va gagner. Oui, c'est bien ça, c'est cette image que vous avez sûrement déjà vue où Great Khali a trouvé le moyen de tenir le titre à l'envers dans sa célébration. Sérieux, cette époque avec le Great Khali, c'était vraiment l'enfer. Mais enfin bref, passons sur la déception de voir Edge perdre le titre. Bon, en réalité, passons plutôt sur la déception de voir Great Khali gagner le titre, parce que Edge qui perdait le titre, c'était pas vraiment une déception. Et passons à son retour, parce qu'on va pouvoir entamer là l'un des meilleurs runs de sa carrière. Heureusement, entre-temps, le Great Khali perd son titre et Batista le remet en jeu contre l'Undertaker dans un Hell in a Cell monstrueux au Survivor Series. Et alors que le Deadman s'apprête à remporter le titre, l'arbitre est tiré du ring par l'un des caméramans qui s'avère être nul autre que Edge et ce dernier attaquera le Deadman pour lui coûter le titre et officialiser son retour. Dès SmackDown, la General Manager Vickie Guerrero va offrir un match de championnat à Edge contre Batista pour la semaine suivante pour le punir, mais bien sûr on apprendra en réalité que les deux sont en couple, ce qui va nous orienter vers cette période exceptionnelle pour Edge. La Superstar Classic ne parvient pas immédiatement à remporter le titre puisque l'Undertaker va interrompre le match et pour troller Vickie Guerrero, Teddy Long va reprendre ses termes, punissant l'Undertaker en lui donnant un match de championnat et un triple menace sera organisé pour Armageddon. Et ça y est, c'est ce soir-là que Edge va récupérer son titre, profitant de l'intervention de 2 personnes que vous connaissez très bien, des sosies de Edge à l'époque, 2 hommes qui deviendront Kurt Hawkins et Zack Ryder et qui accompagneront Edge pendant tout son run. Edge, qui était officiellement associé avec Vickie Guerrero, va donc introduire ses 2 nouveaux partenaires dès le SmackDown suivant et entamera l'année 2008 en étant rejoint par Chavo Guerrero pour former ce groupe excellent, la Familia. Avec ce run, le clan va immédiatement s'orienter vers les sommets, puisqu'alors que Edge est champion du monde poids lourd, Chavo Guerrero va remporter le titre ECW grâce à une intervention de son partenaire. Encore l'occasion de vous recommander le coffre à catch sur la chaîne L'Univers d'Ajus, avec Christophe Ajus et Ishtu qui review la ECW, c'est vraiment hyper drôle à voir. Le champion du monde, qui est leader de ce groupe, va réussir à conserver son titre face à Rey Mysterio à 2 reprises, avant d'avoir une rivalité inoubliable face à l'Undertaker qui remporte l'Elimination Chamber à No Way Out et obtient une opportunité au titre de Edge dans le main event de WrestleMania 24. La
rivalité dure en réalité déjà depuis le retour de Edge et elle est loin d'être finie puisqu'à WrestleMania 24, dans un banger sans nom, Edge perd le titre, abandonnant au Hell's Gate de l'Undertaker pour son premier main event de WrestleMania. Bien sûr, comme c'était la norme à l'époque et que c'était une clause dans les contrats, Edge obtient une revanche automatique à Backlash mais perd à nouveau après avoir été coincé dans le Hell's Gate. Et là c'est la période dont j'ai le plus de souvenirs dans la carrière de Edge, le mec hyper arrogant et insupportable qui en plus de ça est associé à la General Manager, ce qui lui permet d'avoir littéralement tous les pouvoirs. Justement, Edge va totalement profiter du poste de sa femme puisque celle-ci va retirer le titre à l'Undertaker qui avait remporté le match en utilisant le Hell's Gate, mouvement qu'elle avait banni. Vicky va donc organiser un tournoi, puis une Battle Royale à 6 pour déterminer l'adversaire de l'Undertaker à Judgment Day pour le titre vacant. Et alors que l'animal Batista vient de remporter la Battle Royale pour affronter l'Undertaker à Judgment Day, Vicky Guerrero débarque pour annoncer que Edge, qui n'avait pas été autorisé à catcher pour raison médicale, était finalement guéri miraculeusement. L'opportuniste ultime intègre donc le match en tant que dernier participant et élimine instantanément Batista pour voler le match et l'opportunité au titre de champion du monde. Sérieusement, comment on serrait les dents à l'époque quand on voyait Edge lâcher ce genre de truc, mais rétrospectivement, c'est quand même des masterclass. À Judgment Day, c'est bien le Deadman qui va remporter le match, mais il ne remportera pas le titre puisque Vicky Guerrero va débarquer avec son légendaire Excuse Me pour annoncer que le titre ne peut pas être remporté par décompte à l'extérieur et donc la ceinture reste vacante. Du coup, pour éviter toute controverse, les deux hommes s'affronteront une fois de plus à One Night Stand, cette fois-ci en TLC et avec une stipulation supplémentaire, si l'Undertaker perd le match, il sera banni de la WWE. Le match est absolument fou et malgré les tentatives d'intervention de Hawkins et Ryder, le Deadman garde le contrôle en faisant passer les Edgeheads chacun à travers une table. L'Undertaker va asseoir sa domination en faisant passer Edge à travers 2 tables dans un moment excellent. Mais le pauvre, il est très loin d'être au bout de ses peines puisque la Familia est tellement grande que Chavo et Bam Neely, oui ce mec, vont arriver pour l'empêcher de décrocher la ceinture. Et même si le Taker va s'en débarrasser, cette intervention va permettre à Edge de reprendre ses esprits et il arrivera à pousser l'échelle faisant tomber le Deadman à l'extérieur du ring sur 4 tables. Ce moment impressionnant va permettre à Edge de décrocher la ceinture pour remporter le match et le titre, mais surtout pour mettre un terme au contrat du Deadman. Maintenant débarrassé de la plus grande menace de la WWE, Edge va s'attaquer à une rivalité face à Batista, défendant son titre contre l'animal à Night of Champions et remportant le match à nouveau après une intervention de la Familia avec Chavo qui va devenir le nouvel arbitre du match. Mais la domination de Edge ne va malheureusement pas durer. Alors qu'il apparaît du côté de Raw pour se pavaner, Batista débarque et démolit le champion avec une Batista bombe, laissant Edge seul au centre du ring. Sans la Familia à ses côtés, Edge est mal en point et alors que personne ne s'y attend, Mr. Money in the Bank CM Punk va enfin faire subir à Edge ce que cet enfoiré avait fait à 2 reprises, débarquant avec sa mallette pour l'encaisser et porter un GTS au champion avant de le couvrir pour lui prendre le titre. Cette victoire servait en réalité à ramener le titre de champion du monde poids lourd du côté de Raw puisque le champion de la WWE Triple H avait été drafté à SmackDown et CM Punk obtient donc son règne. Bon, personnellement, la Big Gold Belt, je la trouve beaucoup plus associée à SmackDown que à Raw et je trouve qu'elle va beaucoup mieux à des mecs comme Edge, Undertaker ou encore Batista, mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires à qui vous associez cette ceinture légendaire. Cette perte du titre va évidemment énerver Edge qui va carrément rompre avec Vicky le 4 juillet 2008 avant d'à nouveau la marier 2 semaines plus tard. Mais finalement, après l'intervention de Triple H qui va révéler que Edge avait une relation avec Alicia Fox, Vicky ramènera l'Undertaker à la manière d'un Teddy Long et mettra son ancien partenaire dans un Hell in a Cell match contre le Deadman à SummerSlam. Coup dur pour Edge qui perd sa femme et son clan puisqu'il va trahir la Familia le 8 août en attaquant Chavo et Vicky sous la pop du public avant de lâcher une promo hyper cool. Et là on entre dans la période où j'avais déjà découvert le catch puisque je me rappelle précisément de cette scène et des commentaires de Christophe Ajus. Bon, évidemment à SummerSlam, Edge se fait démolir par l'Undertaker et disparaît des rings pendant plusieurs mois. Il fait son retour au Survivor Series 3 mois plus tard comme si de rien n'était, remplaçant Jeff Hardy dans le match pour le titre de champion de la WWE et remportant le match et la ceinture par la même occasion. Ce run de champion de la WWE ne sera pas de très longue durée puisque dès le pay-per-view suivant, il perd le titre dans ce triple menace de fou qui a marqué la génération Catch Attack avec Jeff Hardy qui devient enfin champion de la WWE. Bon, bien sûr, on s'en rappelle, malheureusement le run de Hardy ne sera que de courte durée puisqu'il sera trahi par son frère au Royal Rumble, permettant à Edge de devenir 4 fois champion de la WWE. Et là, on était vraiment dans une époque où il se passait tellement de dingueries à la WWE. D'un côté, on avait la rivalité entre les Hardy Boys, d'un autre, on avait les dingueries de Orton avec la famille McMahon, et au milieu de tout ça, Edge qui continuait de nous régaler avec son rôle d'opportuniste. Et justement, puisqu'on parle d'opportunisme, Edge va nous lâcher l'une de ses plus grandes actions à No Way Out 2009. Dans le premier Elimination Chamber match, il perd le titre de champion de la WWE, mais ensuite, il va attaquer Kofi Kingston pour prendre sa place dans
le second Elimination Chamber pour le titre poids lourd et il va remporter le match, ramenant le titre du côté de SmackDown. Cette victoire va donc amener Edge à avoir un match pour le titre face au Big Show à WrestleMania avant que John Cena ne se mêle de la rivalité pour transformer l'affrontement en un triple menace. Bon, l'histoire était un petit peu bizarre et pas terrible je trouve, mais elle va mener à Backlash 2009 où Cena défend le titre qu'il a remporté à WrestleMania face à l'ancien champion Edge dans un Last Man Standing. Et ça, c'est encore une fois une scène mémorable puisque le match se termine après l'intervention du Big Show qui va envoyer Cena à travers un projecteur pour permettre à Edge de remporter le titre. Le champion va ensuite se lancer dans une rivalité face à Edge dans laquelle les deux hommes vont nous offrir un match de fou à Extreme Rules que malheureusement la superstar classée X va perdre. Je suis désolé, je me répète, mais quelle époque, ça me fait vraiment tellement plaisir de revoir ces images, et en plus de ça, c'est l'époque où c'était Tony Chimel qui annonçait Edge du côté de SmackDown, et où il va annoncer la Rated R Superstar de cette manière si particulière qui va marquer le reste de sa carrière. Suite à cette défaite, l'opportuniste ultime va s'éloigner du titre suprême, se lançant dans un run par équipe avec Chris Jericho, qui mènera les deux hommes jusqu'au titre par équipe unifié, mais leur run prendra fin prématurément après que Edge ait subi une blessure au tendon d'Achille. À son retour au Rumble 2010 dans une pop absolument monstrueuse qui nous avait absolument tous régalé à l'époque, Edge est cette fois-ci face et remporte le match en éliminant John Cena pour obtenir un match de championnat à WrestleMania. Pour reprendre l'histoire qu'il avait laissée à son départ, Jericho va remporter le titre de champion du monde et les deux hommes se retrouvent à WrestleMania 26 pour le titre. Malheureusement, même si le match est cool, Edge le perd et j'étais hyper déçu à l'époque que son retour ne soit pas immédiatement couronné de succès avec un titre de champion. En plus de ça, juste après, Edge va se perdre un petit peu à mes yeux avec une rivalité face à Randy Orton et un nouveau heel turn ne parvenant ni à remporter le titre WWE ni le Money in the Bank. Il sera ensuite mêlé à la rivalité Team WWE versus Team Nexus avant de se lancer dans une feud contre le general manager anonyme de Raw. Ah non, je troll pas, hein, il a vraiment eu une embrouille avec un ordinateur. Hein. Franchement, on rigole, mais je trouve que c'était plutôt divertissant et en plus de ça, ça va lui permettre de faire son face turn en revenant du côté de SmackDown. Et en plus, ce face turn va lui permettre d'être à nouveau propulsé au sommet puisqu'il va devenir challenger numéro 1 au titre de champion du monde détenu par Kane. Et on arrive à cette rivalité qui en a marqué plus d'un alors que Edge va kidnapper Paul Bearer, le manager du champion du monde. Sérieusement, je me rappelle vraiment de tous les moments de cette rivalité. Edge qui balance un faux Paul Bearer dans les escaliers et toutes les autres dingueries qu'on avait, ça m'a vraiment marqué et c'était une sacrée époque. Malgré ça, Edge et Kane vont faire match nul à Survivor Series et un Fatal 4-Way sera organisé à TLC entre Edge, Rey Mysterio, Del Rio et le champion Kane pour le titre. L'opportuniste ultime revient sur le devant de la scène en remportant le titre et met un terme à sa rivalité avec Kane pour s'attaquer à la suite de sa carrière. Le champion va avoir une première rivalité contre Dolph Ziggler, le nouveau protégé de Vicky Guerrero, et celle-ci va virer Edge, lui retirant le titre pour le donner à Ziggler. Heureusement, le GOAT ultime Teddy Long va ramener Edge et organiser un match de championnat entre Ziggler et l'ancien champion que ce dernier remportera. Mais là, on approche d'un moment catastrophique pour la carrière de Edge. Alors qu'il se lance en rivalité contre Alberto Del Rio et qu'il conserve son titre à WrestleMania 27, le 11 avril 2011, la WWE nous annonce que Edge va adresser les rumeurs concernant la potentielle fin de sa carrière. À ce moment-là, on pense qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Il ne s'agit que de rumeurs et on se dit que la WWE nous prépare simplement une storyline. Le champion du monde poids lourd fait son entrée sous l'ovation habituelle des fans et il semble en forme. Edge prend le micro et s'adresse aux fans. Mais dès les premiers mots, on sent que quelque chose ne va pas. Le 11 fois champion du monde commence à parler de la douleur que le catch implique et nous parle de sa blessure à la nuque dont j'ai parlé en début de vidéo. La superstar classique X va nous expliquer que depuis cette blessure importante, il savait que ses jours dans le ring étaient comptés. Edge continue en disant que ces derniers temps, il se sentait de plus en plus mal, qu'il avait des douleurs et des sensations étranges dans le bras. Et donc, pour vérifier que tout va bien, la WWE lui avait demandé de passer des tests et les résultats sont formels. Edge doit prendre sa retraite. Cette annonce m'a fait l'effet d'une bombe à l'époque, et c'est vraiment un moment que je suis pas prêt d'oublier. La salle qui refuse d'y croire, Edge en larmes au centre du ring devant les chants Merci Edge, c'était juste incroyable. Sa description des sensations qu'il ressent en tant que catcheur rend le moment encore plus émouvant, et encore aujourd'hui c'est quelque chose qui est très triste à regarder. En plus de ça, on sortait de la fin de la carrière de Jeff Hardy en 2009, la fin de celle de Shawn Michaels en 2010, et maintenant celle de Edge, ça commençait à faire beaucoup. Mais à part ça, je vous conseille vraiment le clip promotionnel de la fin de sa carrière, c'est l'un des meilleurs qui retrace entièrement son parcours à la WWE avec une musique tellement cool, je vous le mets en description. Le champion fera sa dernière apparition du côté de SmackDown la même semaine pour parler à nouveau et remercier le public avant de rendre sa ceinture de champion du monde. Edge en profitera pour faire une dernière fois son entrée exceptionnelle qui pour moi est la meilleure qu'il ait jamais faite avant d'être intronisé au Hall of Fame l'année suivante pour clôturer sa carrière de la plus belle des manières. Mais était-ce vraiment sa dernière et sa meilleure entrée ? On est 9 ans plus tard. La WWE organise le Royal Rumble 2020 en direct de Houston au Texas. 50 000 personnes sont dans la salle pour suivre ce show exceptionnel qui est régulièrement le lieu de toutes les surprises à la WWE. 20 catcheurs ont déjà fait leur entrée dans le ring. Une grande partie d'entre eux ont été éliminés par Brock Lesnar et Drew McIntyre est venu nous libérer en dégageant deux beasts pour nous donner enfin un Royal Rumble digne de ce nom. Dans le ring, 4 catcheurs sont là.
AJ Styles, Dolph Ziggler, Karl Anderson et le favori, Drew McIntyre. On est tous chez nous derrière notre écran à suivre le match et le décompte se lance. On attend le 21e participant. Je me rappelle qu'à ce moment-là, je me dis dans ma tête, imagine c'est Edge. Mais en fait non, impossible. Forcément ça va être un random, faut pas rêver, c'est impossible que Edge fasse son retour. Le décompte arrive à sa fin, et soudain... You think you know me. Le Minute Maid Park implose, la salle tremble alors que le 11 fois champion du monde fait son retour sur les rings de la WWE. Sans déconner, l'émotion de ce moment, le visage de Edge en dit tellement long sur ce qu'il ressent au moment où il arrive sous l'ovation des fans. C'est vraiment l'un des meilleurs moments de ces dernières années, que vous soyez fan ou pas de Edge, c'est impossible de ne pas exploser de joie. Edge arrive donc sur le ring et commence à nous régaler avec des spears, se confrontant à AJ Styles et se réunissant un temps avec son ancien partenaire Randy Orton pour le plus grand plaisir des fans, mais il finira par se faire éliminer par Roman Reigns après avoir survécu jusqu'aux 3 derniers participants. Quel moment sérieux, allez tous le voir, il est gratuit sur YouTube et il est juste exceptionnel. Le Hall of Famer débarquera le lendemain à Raw sous une nouvelle ovation pour revenir sur ce moment exceptionnel avant d'être rejoint dans le ring par son ancien partenaire dans Rated RKO qui lui proposera de reformer l'équipe une dernière fois. Bien sûr, on le connaît, c'était juste un troll de Orton qui placera son RKO puis un concerto à Edge pour lancer la rivalité entre les deux. Cette feud était plutôt cool pour permettre à Edge de se remettre dans le bain et mènera à un match entre les deux à WrestleMania dans un Last Man Standing puis à Backlash qui sera vendu comme le meilleur match de catch de l'histoire. Alors certes, le match est plutôt bon, mais c'est loin d'être le meilleur de l'histoire et contrairement à WrestleMania, c'est cette fois-ci Orton qui va remporter le match alors que Edge va subir une déchirure au triceps, l'éloignant des rings pour 7 longs mois. A son retour, Edge annonce immédiatement sa participation au Rumble 2021 qu'il va remporter 11 ans après sa première victoire au Rumble 2010. Cette victoire va amener Edge à WrestleMania 37 dans un triple menace contre Roman Reigns et Daniel Bryan que malheureusement la Superstar Classics ne remportera pas. Edge aura le droit à une nouvelle opportunité à Money in the Bank, mais Seth Rollins viendra pour lui coûter le match et se lancer en rivalité avec l'opportuniste ultime. Cette rivalité va nous offrir des matchs de fou dans une trilogie excellente que Edge va remporter et qui encore une fois aura sa propre vidéo, ne vous en faites pas. Bon, il y a juste un petit truc qui me dérange dans ce run de Edge, c'est que j'ai l'impression que depuis son retour au Rumble, la WWE essaye de capitaliser sur Edge en le faisant disparaître puis réapparaître, ce qui fait qu'au bout d'un moment, il va finir par avoir autant de retours que le Big Show n'a de turn. Mais à part ça, le run de Edge est plutôt cool avec la rivalité avec Orton, la trilogie face à Rollins et une courte rivalité face aux Miz, mais surtout, ce qui va arriver après son heel turn. Edge, qui se lance dans une rivalité avec AJ Styles, ce qu'on attendait depuis 2020, va attaquer celui-ci, effectuant son heel turn en vue de leur match à WrestleMania 38. La Superstar Classics va changer de gimmick pour la première fois depuis très longtemps, adoptant un style beaucoup plus sombre et va même changer de musique d'entrée pour un nouveau banger. À WrestleMania, Edge sort vainqueur du match grâce à l'intervention de Damien Priest dans un bon match qui va mener à la création du groupe que vous connaissez tous, le Judgment Day. Il sera bientôt rejoint par Rhea Ripley qui lui permettra de remporter son match face à Styles à Backlash et enfin, lors du Raw après Hell in a Cell, le 4e et dernier membre du groupe, Finn Balor, sera officiellement annoncé. Bon, finalement, Finn Balor va totalement modifier le cours de l'histoire puisqu'il va trahir Edge aux côtés de Ripley et Priest, excluant l'ancien leader du groupe pour lui permettre de faire son face turn. Alors je suis pas convaincu personnellement de ce nouveau turn de Edge, j'aurais vraiment aimé voir ce qu'il allait proposer avec le Judgment Day, mais avec la blessure de Cody Rhodes, on comprend que la WWE avait besoin d'un top babyface assez rapidement. D'autres rumeurs disent aussi qu'en fait la WWE voulait donner un aspect plus surnaturel au Judgment Day, que Edge était contre et que donc du coup, suite à ce désaccord, Edge a voulu quitter le clan. Enfin bref, Edge va donc encore une fois disparaître des écrans pour une nouvelle fois faire son retour à SummerSlam dans un moment qui, je dois le reconnaître, était hyper cool. Ce retour mènera donc Edge à faire équipe avec Rey Mysterio à nouveau à Clash at the Castle en reformant cette équipe légendaire et les deux battront le Judgment Day avant que Dominic Mysterio ne trahisse son père et Edge. Et depuis, Edge est donc en rivalité avec le Judgment Day et il a récemment perdu le I Quit match à Extreme Rules après que Rhea Ripley ait menacé de placer un concerto sur Beth Phoenix, la femme du 11 fois champion du monde. On imagine donc que cette rivalité est loin d'être finie, mais quoi qu'il en soit, je fais 100% confiance à Edge pour continuer à nous régaler sur la fin de sa carrière. Edge a donc réussi à réaliser l'impensable, réalisant son retour après une blessure catastrophique qui avait mis un terme à sa carrière légendaire. Il peut aujourd'hui quitter la WWE selon sa propre volonté, qui visiblement semble être d'avoir un dernier match l'an prochain lorsque la WWE reviendra au Canada. En ayant participé à bon nombre des plus grands segments et matchs des 20 dernières années, Edge nous a tous marqués et restera à jamais l'une des plus grandes stars de la WWE. J'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'oubliez pas de lâcher votre meilleur spear au bouton like et s'abonner et surtout de me rejoindre sur twitch.tv/MonsieurHawkin où je suis en live tous les mercredis et les dimanches. D'ici là vous pouvez aussi me rejoindre sur tous mes réseaux qui sont en description et je vous dis c'était Monsieur Hawkin et on se retrouve très vite pour parler de catch.